Bonjour, on va continuer la partie 1 de ce cours d'électricité 2 sur la magnétostatique. Eh bien, on l'a pratiquement fini, hein. On est déjà dans on va voir le chapitre 5 sur le travail des forces magnétiques. Voilà, ça va nous permettre de répondre à la question suivante. À la fin de ce chapitre, vous allez pouvoir répondre à la question suivante. Regardez, si vous avez un fil infini parcouru par un courant I et un cadre ACDF parcouru par un courant I', ok, le cadre est donc en présence du champ magnétique créé par le fil. Bon, et bien, il subit donc une force. Hein, un fil I' parcouru par un courant I' en présence d'un champ magnétique subit la force de la place. La question, c'est comment va se déplacer ce cadre. Vous allez me dire, bon, c'est facile, il suffit de calculer la force totale exercée sur ce cadre, et ça, on sait le faire, puisqu'on connaît l'expression de la force de la place. C'est vrai. Mais ce qu'on va apprendre à faire dans ce chapitre, finalement, c'est de répondre à cette question sans faire de calcul. Enfin, plus exactement, sans faire le calcul de la force de la place, hein, directement à partir du flux. Comme on va le voir dans un moment. Donc, ce chapitre 5 va démarrer par ce qu'on appelle le théorème de Maxwell. Alors, pour présenter le théorème de Maxwell, on va considérer un cadre, une spire que vous voyez ici. Voilà, un fil parcouru par un courant I, en présence d'un champ magnétique B. Les lignes de champ sont en bleu, hein, vous en voyez une ici, etc. Et on va imaginer que ce cadre-là, on va lui faire subir un petit déplacement, un déplacement infinitésimal ici de longueur d lambda, vecteur d lambda. Il va donc venir ici. Vous pouvez imaginer, si vous voulez, à l'instant t, le circuit, il est dans la position initiale ici. À l'instant t plus dt, donc juste après, ben, il est dans la nouvelle position. Bon, la question à laquelle on va répondre, c'est quel est le travail de la force que subit le conducteur. Tu vois, le fil, je veux dire, lorsqu'il est ici, parcouru par un courant I, en présence d'un champ magnétique B, il subit une force. Bon, cette force va travailler pendant un déplacement. Quel est ce travail? Eh bien, pour répondre à cette question, on va regarder le travail subi par la force. D'abord, on va commencer dF, c'est-à-dire celle qui s'exerce sur un élément infinitésimal dL, qui est représenté ici. Vous voyez? Alors, dL, d lambda, vous le voyez, ils sont grands, ils n'ont pas l'air d'être infinitésimaux, mais vous comprenez bien que pour qu'on puisse les voir, on a agrandi les choses. Donc, voilà. Alors, ce petit élément dL, puisqu'il est parcouru par un courant I en présence d'un champ B, il subit une force, la force élémentaire, qui est la force magnétique de la place, dont l'expression est dF égale I dL vecteur LB. C'est clair. Bon, le travail élémentaire maintenant dF, c'est D de W. On va le noter D de W. Alors, c'est quoi ce 2? Parce que généralement, le travail, ben, on l'appelle DW. Ici, on a mis l'indice 2 pour dire que c'est un infiniment petit du deuxième ordre. Parce que, regardez, le travail, c'est la force fois le déplacement, scalaire le déplacement. Ici, la force, c'est dF, scalaire le déplacement d lambda. Donc, vous voyez qu'il y a deux infiniment petits. On dit que dW est un infiniment petit du deuxième ordre. Alors, parfois, comme ici, on voudrait faire la distinction entre les infiniment petits du premier ordre et ceux du second ordre. Donc, on a mis l'indice 2. OK?
Ensuite, pour continuer, on remplace simplement df par son expression. Ça nous donne donc idl vectoriel b scalaire d lambda. Ok. Là, vous reconnaissez ce qu'on appelle un produit mixte, qui est invariant par permutation. Donc, vous amenez d lambda ici, dl va prendre la place de b, et b va prendre la place de d lambda. Donc, ça nous donne ça. I d lambda vectoriel dl scalaire p. Très bien. Rien de compliqué jusqu'à présent. Et d'ailleurs, même plus tard, il n'y aura rien de compliqué dans ce cours, dans ce chapitre. D lambda vectoriel dl, vous savez que ça représente, ce produit vectoriel en deux vecteurs, ça représente la surface engendrée par les deux vecteurs. Eh bien, on va donc poser que d lambda vectoriel dl, c'est une surface élémentaire que j'appelle d2sc. L'indice c, on va voir dans un petit moment pourquoi on appelait ça c. Et l'indice 2, c'est juste pour dire, ce 2-là, c'est juste pour dire que cet élément de surface est évidemment du deuxième ordre, puisque c'est d lambda et il est engendré par d lambda et dl. Je vous fais remarquer que d'ailleurs n'importe quel élément de ds est du deuxième ordre. Quand vous avez ds égale dx dy, c'est du deuxième ordre. Et pourtant, on l'a appelé jusqu'à présent ds égale dx dy. On n'a pas dit d2s égale dx dy. Oui, ben, c'est tout simplement quand on n'a pas besoin de préciser les choses. Bon, bah écoutez, il n'y a pas besoin de mettre l'indice 2. Ça me rappelle l'histoire de l'intégrale. Par exemple, parfois vous avez une intégrale triple de f de x, y, z des taux. Eh bien, on peut la noter une intégrale. Il y a juste le symbole intégral f de x, y, z des taux. C'est-à-dire, on sait, bien sûr, puisqu'il y a des taux, c'est une intégrale triple, mais il n'y a pas besoin de mettre les trois, il n'y a pas besoin nécessairement de mettre les trois intégrales. Ça va de soi que c'est une intégrale triple. En tout cas, voilà, on a posé ça. Alors, je vous fais ici sur le petit dessin, vous voyez maintenant ce qu'on a ajouté, c'est cet élément D2S. Hein, alors, D2S, c'est la surface engendrée par dl et d lambda, c'est la surface assurée ici. Et le vecteur D2S, eh bien, c'est un vecteur qui est normal, qui est perpendiculaire à la surface. Cette surface-là, ben, on l'appelle la surface balayée ou bien coupée par dl lors du déplacement d lambda. Ok? La surface. Alors, le coupé, vous voyez l'indice C, c'est pour ça qu'on a mis C ici. C'est la surface coupée ou balayée par dl lors du déplacement d lambda. Donc, on va voir ce travail qui est égal à I d2s scalaire b. Où est d2s scalaire b? Vous voyez que c'est un flux. C'est le flux de b à travers la surface S. Donc, on va noter aussi, on va poser aussi que b scalaire d2s, eh bien, c'est le flux qui est du deuxième ordre, puisque ici c'est du deuxième ordre. Donc, on met l'indice 2. C'est D2 phi indicé, et c'est donc le flux, on l'appelle le flux coupé par dl lors du déplacement d lambda. Donc en définitive, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, que le travail qui est doublement élémentaire, hein, il est élémentaire premièrement parce qu'on s'intéresse à dl. Deuxièmement, il est aussi élémentaire parce qu'on s'intéresse à un déplacement élémentaire d lambda. Alors, ce travail-là, ce que je viens de trouver, eh ben, c'est que d de w égale I fois le flux élémentaire, tout simplement d2 phi c. Et si je reviens à mon problème initial, vous vous rappelez, c'était le travail de la force totale F sur tout le circuit qu'il subit pendant le déplacement d lambda.
Et bien, ce travail total, qui est infinitésimal lui-même, puisqu'il s'agit d'un déplacement infinitésimal, eh bien, ce travail total va être la somme de tous ces travaux d2w. Et donc, je l'obtiens en sommant tous les deux d2w, c'est-à-dire que je vais sommer, après avoir mis i en facteur ici, je vais sommer tous les d2 phi c, et donc je vais trouver d phi c. Voilà, pour l'ensemble du circuit, j'ai tout simplement dw égale i fois d phi c. Vous voyez, on vient de répondre à la question qu'on s'était posée, quelle est l'expression du travail de la force que subit le cadre. Alors, maintenant, cette expression de W, on va la dire autrement. On va donner une autre expression de dW. Et pour cela, on va considérer la chose suivante. Regardez ce qui se passe. Ce qui va suivre, c'est valable pour un circuit indéformable. Regardez, nous avons notre circuit C, de tout à l'heure, qui à l'instant T, il est ici. À l'instant T plus dt, il est un peu plus loin, et c'est ce que j'appelle C'. D'accord? Il est ici. Voilà. La surface qui est engendrée lorsqu'on passe de C à C', c'est la surface grise, c'est la surface coupée, c'est la surface balayée par tout le circuit lorsqu'on passe de C à C', donc pendant le déplacement d lambda. Ok? Alors, regardez ce qu'on va faire. On va considérer la surface S qui s'appuie sur C et qui est ici, vous voyez, une sorte de n'importe quelle surface qui s'appuie sur C. C'est une sorte de cloche, une sorte de demi-hémisphère, si vous voulez, qui est de ce côté-là. Enfin, c'est pas nécessairement une demi-hémisphère, hein, c'est une surface quelconque. Et de même, de l'autre côté, on va considérer une surface S' qui s'appuie sur C'. Vous voyez? Alors, l'ensemble forme une surface fermée. Hein, elle est fermée. C'est une sorte d'œuf. Vous voyez? Je ne sais pas si vous aimez les Kinder, mais je pense à un œuf Kinder qu'on peut ouvrir justement au niveau du gris. D'accord? Voilà. Et on va s'intéresser au flux du champ magnétique à travers cette surface fermée. Combien vaut le flux magnétique à travers une surface fermée? Vous savez que c'est égal à 0, puisque divergence B égale 0. Et ce flux à travers la surface fermée, on va le décomposer sur les trois surfaces. Ça doit nous donner ceci. Le flux, c'est B scalaire ds. Hein, et ds, je peux l'écrire nds. Alors, c'est le flux sur la surface S, plus le flux sur la surface S', plus le flux sur la surface grise, que j'ai appelé divisé. Et la somme de ces trois termes, c'est égal à 0. Maintenant, faisons très attention à ces vecteurs n extérieurs. Vous savez que pour une surface fermée, parce que toute cette surface-là est fermée, en n'importe quel point, le n qui va intervenir, le vecteur normal, c'est le vecteur dirigé vers l'extérieur, hein, qu'on appelait n extérieur. Par exemple, pour S, c'est celui-là, c'est ce vecteur-là. Je suis en train de voir qu'on ne voit pas très bien, ou c'est peut-être moi qui vois mal, mais on ne voit pas très bien les flèches, hein, sur B, sur n extérieur. D'ailleurs, ici aussi, vous voyez, ce sont des vecteurs, hein, c'est une flèche qui est là. C'est pas simplement un trait. Là, moi, je le vois comme un trait, mais c'est un vecteur. Donc, n extérieur est dirigé vers là. Et c'est aussi le vecteur n. Alors, le vecteur n, faisons attention. Comment définir le vecteur normal en un point d'une surface? Vous savez que ça dépend sur le sens de parcours, sur le contour sur lequel repose la surface. Par exemple, cette surface S repose sur le contour C, et le sens de parcours sur le contour C est donné par le sens du courant. Tu vois, on circule dans ce sens-là. Alors, mettez votre main, utilisez la main droite, et vous voyez que
le sens du vecteur normal est dirigé vers le bas, enfin de droite à gauche ou là de haut en bas, enfin du nord-est du nord-est vers ici, c'est-à-dire le nord, le sud-ouest. Bon, enfin, c'est ce côté-là. Et vous voyez que n et n extérieur sont confondus. Donc voilà, n extérieur c'est n, ce qui me fait voir que le premier terme de mon égalité, ce flux-là, je remplace n extérieur par n, et ceci, c'est directement le flux du champ magnétique à travers la surface S. Bon, c'est tout simple. Maintenant, regardons l'autre terme. Certains vont nous dire, c'est le flux à travers la surface S'. Ce qu'il faut, ce n'est pas le flux à travers S', mais c'est moins le flux à travers S'. Et pour bien le voir, on va regarder les vecteurs normaux, la normale, en ce point-là. Il y a d'abord la normale extérieure que j'appelais n' extérieur, donc le voilà, il est dirigé vers l'extérieur, donc c'est comme ceci. La direction maintenant du vecteur normal à cette surface, comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend sur le sens de parcours, sur le contour sur lequel repose la surface, donc ce contour-là. Et là, vous voyez qu'on avait dit que le courant circule dans ce sens. Donc la règle de la main droite nous indique, c'est exactement la même chose, que la normale en ce point est dirigée comme n, elle est dirigée par là. Disons de droite vers la gauche. Enfin. Et vous constatez que n' à ce moment-là, il est opposé à n' extérieur. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ont la même direction, puisqu'ils sont tous les deux perpendiculaires à la surface. Mais l'un est dirigé vers l'extérieur, donc ici, alors que n', vu le sens de I, il est dirigé de l'autre côté. Et donc, on obtient que... lisons tout de suite cette phrase, ce flux-là, de tout à l'heure, on peut dire que c'est le flux à travers le circuit lorsqu'il est le circuit orienté, parce qu'il est par copain-con I, à l'instant T, puisqu'à l'instant T, il est dans cette position. Bon, revenons à ce qu'on disait ici, n' extérieur et n' qui sont opposés, voilà, et donc ça nous donne que ce deuxième terme, eh bien, en fait, il est égal à moins, et là, je remplace n' extérieur par n', et donc il est égal à moins phi', où phi', cette fois-ci, c'est le flux magnétique à travers le circuit, orienté, celui-là, et ce circuit, maintenant, dans cette position, c'est-à-dire à l'instant t plus dt. Voilà, l'instant t plus dt. Ok. Voilà, ici nous avons phi, ici nous avons moins phi, ici nous avons plus dφ c. J'en déduis donc que dφ c égale, et vous faites passer de l'autre côté, on va trouver donc dφ c égale phi' moins phi. En principe, c'est ce qui a marqué ça, voilà. Donc oui, c'est ça l'ensemble. Donc dφ c c'est phi' moins phi, et phi' c'est ce qu'on peut appeler phi à l'instant t plus dt, c'est le flux à l'instant t plus dt, moins le flux à l'instant t. Cette petite variation infinitésimale, je l'appelle dφ, ce qui fait que en conclusion, le travail de la force appliquée maintenant à l'ensemble du circuit lors d'un déplacement élémentaire, puisque j'ai regardé l'ensemble du circuit, eh bien c'est I fois dφ. Et tout à l'heure, on avait vu que ce travail-là, c'était I fois dφ c. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux ensembles, et ça c'est le théorème de Maxwell, comme on va l'écrire tout à l'heure.
Mais auparavant, on va peut-être juste dire ce qui se passe pour un déplacement fini. Parce que là, c'était des variations infinitésimales. Si on a un déplacement fini, regardez, un travail, on passe travail d'une position initiale à une position finale, et bien ce travail, ça va être I fois l'ensemble du flux coupé, et c'est égal aussi à I fois la variation du flux. La variation du flux, c'est la différence entre le flux final et le flux initial, ce qu'on a écrit ici. Notez bien cette histoire, parce que certains n'y accordent pas d'importance. Ici, il y a I phi, ici, il y a I delta phi, donc on oublie le delta. Non, c'est très important. Ici, c'est une variation du flux. On dit delta phi. Delta phi c n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Le phi c, c'est quelque chose, c'est le flux qui est engendré, qui apparaît lors du déplacement entre la position initiale et la position finale. C'est comme le travail. Vous savez, ça doit vous rappeler vos souvenirs de thermodynamique, mais on ne peut pas parler de delta W. Il n'y a pas de variation du travail entre un instant initial et un instant final. Si vous voulez, il n'y a pas un WI et un WF. Le travail dans la position finale, ça ne veut rien dire. Le travail, c'est ce qu'on a pendant le déplacement, lors du déplacement. Alors, c'est pour ça qu'on a mis W, c'est pas delta W. Voilà. Alors, ce résultat-là, que ce soit d'ailleurs sous cette forme d'un déplacement fini ou d'un déplacement infinitésimal, constitue ce qu'on appelle le théorème de Maxwell. Le théorème de Maxwell, voilà. Eh bien, ceci va nous permettre maintenant de parler de ce qu'on appelle la règle du flux maximal. Ça va être très rapide à dire. Regardez, quand vous avez un corps qui est soumis à une force, eh bien, spontanément, ce corps va se déplacer selon cette force. C'est normal. Et il se déplace de façon à ce que le travail de cette force soit positif. C'est clair, si vous avez un objet à côté de vous et que vous le poussez, ben, il va se déplacer dans le sens de la force, c'est-à-dire que le travail, qui est F scalaire de déplacement, va être positif. Si vous prenez un objet et qui est donc soumis à l'attraction terrestre, à son poids, et que vous le lâchez, ben, il ne va pas monter haut, il va tomber vers le bas parce que il va suivre le poids qui lui dit d'aller vers le bas et le travail du poids est positif dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle un travail moteur. Hein. Les deux vecteurs ont la même direction, la force et le déplacement. Si on applique ça dans notre cas, ça va nous donner un delta phi qui est positif. Je veux dire, si W est positif, delta P est positif, c'est-à-dire que le flux final est supérieur au flux initial. Cela veut dire que spontanément, un circuit qui est parcouru par un courant I en présence d'un champ magnétique B, il va avoir tendance à se déplacer de façon à ce que son flux augmente. Phi final supérieur au flux initial. Et le déplacement va continuer tant que le flux peut augmenter. Lorsque le flux aura atteint sa valeur maximale, eh bien, il n'y aura plus de déplacement. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. Le déplacement cesse lorsque le flux le flux c'est marqué avec S ici, c'est un X. Bon, j'ai fait une mauvaise manip, il est parti. Bon, j'étais en train de dire que le flux c'est avec X, hein, c'est pas S, c'est une petite erreur de frappe. Et donc, le déplacement allait cesser lorsque le flux allait atteindre sa valeur maximale. Et on va le voir sur un exemple. Ben, c'est l'exemple du début de ce cours, vous vous rappelez? Quand je vous avais dit, voilà, vous avez un cadre en présence du champ magnétique créé par un fil, et dans quel sens il va se déplacer. Bon, ben, on va regarder déjà la forme exacte du champ magnétique au niveau du cadre. Ce champ, il est créé par un fil infini. On sait qu'il a pour expression mu 0 I sur 2 pi rho, porté par le vecteur phi.
phi, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à la figure, qui rentre dans la figure. Rho, c'est la distance du point considéré, le point M, jusqu'au fil. Hein, c'est ce qu'on appelle rho. Bien, le flux, à ce moment-là, on va pouvoir le calculer, mais on va se dire une chose. Le flux, si vous voulez, c'est l'intégrale de B scalaire ds. Mais regardez, les lignes de champ sont tourbillonnaires, elles tournent autour du fil, n'est-ce pas? Et on constate que si le cadre se déplace selon l'axe Z, par exemple s'il vient vers le haut, comme ça, tout en restant à la même distance B, cette distance-là B du fil, eh bien le flux ne varie pas. Ben oui, puisque on peut le voir mathématiquement, B ne dépend pas de Z, donc le flux ne va pas varier. Hein, quand on se déplace comme ça, si vous voulez, maintenant on va regarder ce qui se passe lorsqu'on se déplace dans la direction ρ, dans cette direction-là, la perpendiculaire au fil. Ah bah oui, dans ce cas-là, le flux va varier, puisque le champ B va varier. D'accord? Mais dans quel sens le flux augmente? Est-ce que lorsque j'éloigne mon cadre, est-ce que le flux va augmenter ou non? Parce que regardez, si le flux augmente lorsque je viens par là, eh bien la règle du flux maximal me dit que le cadre va se déplacer dans ce sens pour que le flux augmente. Par contre, si le flux augmente dans ce sens-là, eh bien le cadre va se déplacer dans ce sens. Donc il faut que je sache dans quel sens le flux va augmenter. Ben pour cela, alors il faut faire vraiment attention au sens des courants, les deux courants, I et prime. I étant dirigé par là, c'est-à-dire que le champ P est selon E phi. D'accord? Il rentre dans le tableau. C'est une croix. Maintenant, le flux, c'est l'intégrale de B scalaire ds. Donc ds en n'importe quel point de cette surface. Maintenant, ds, il va dépendre du sens de parcours sur le cadre. Hein. Regardez, I' circule dans ce sens. Vous appliquez la règle de la main droite et vous constatez que le flux lui-même, que le vecteur n lui aussi, il est dirigé selon une croix. Il va vers, il rentre dans le tableau. Vous le voyez. C'est-à-dire que le flux phi va être positif et que donc, ce sera l'intégrale de B, ça, mesure I sur 2 pi rho, fois ds, puisque E phi scalaire E phi va nous donner 1. Alors, il est évident, sans faire ce calcul, vous le ferez en TD, mais sans faire de calcul, je vois que il faut voir dans quel sens B augmente. Vous voyez que puisque B dépend de 1 sur ρ, B il augmente lorsque ρ diminue, c'est-à-dire lorsque le cadre se rapproche du fil. Lorsque le cadre se rapproche du fil, le flux augmente. Et donc, le cadre va avoir tendance à se déplacer dans ce sens-là. Hein, vu l'essence du courant, le cadre a tendance à se rapprocher du fil. Mais vous voyez bien, hein, faites attention, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais je vais dans un livre, c'est exactement le même dessin, mais le cadre, il s'éloigne du fil. » Ben oui, mais parce que probablement, c'était pas exactement le même dessin, justement. C'est-à-dire que vous avez la même chose, un courant I comme ça, pas avec un fil indéfini, un courant qui allait vers le haut, mais le courant I' allait dans l'autre sens. Parce que, vous voyez bien, toujours avec la règle de la main droite, si le courant I' allait dans l'autre sens, à ce moment-là, le vecteur n serait porté par moins E phi. Ça serait dirigé vers vous. Et donc, il y aurait un signe moins. Le flux serait négatif. Et à ce moment-là, lorsque ρ diminue,
le champ B va augmenter, effectivement, mais le flux phi va diminuer, parce que phi est négatif. C'est un peu comme si je vous demandais de comparer les deux nombres moins 2 et moins 10. Bon, ben, bien sûr, 2 est plus petit que 10, mais moins 2 est plus grand que moins 10. Voilà, bon, ce genre de choses. Très bien. Alors, écoutez, ça va être le dernier point. On va essayer de déterminer les actions de la place à partir du flux. Vous avez déjà calculé les actions de la place. La force de la place, par exemple, s'il faut la calculer, vous connaissez son expression I, l'intégrale de I de L vecteur LB. Bon, si vous avez à faire une rotation, vous calculez le moment de cette force, et donc, voilà, vous savez déjà faire ça. Mais ce que nous allons voir ici, c'est comment trouver ces expressions à partir du flux. On va considérer deux cas. D'abord, le cas de translation. Donc, je reprends ce cas général où j'ai un circuit parcouru par un courant I en présence d'un champ magnétique B. En fait, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais j'espère que tout le monde a bien compris que ce champ B n'est pas le champ créé par ce fil lui-même. Parce qu'effectivement, ce circuit parcouru par un courant I, c'est un fil parcouru par un courant I, il produit en tout point un champ magnétique. C'est vrai. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Hein. Le champ magnétique qui intervient ici, c'est un champ qui est créé par autre chose. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Ils n'apparaissent pas ici. Les sources de ce champ magnétique B ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un champ B. Et ça rappelle, si vous voulez, en électrostatique, quand vous disiez F égale QE. Ah, tout le monde connaît cette expression, F égale QE. Eh bien, le E dont on parle, c'est le champ total produit au point où se trouve la charge, mais pas le champ créé par la charge elle-même. D'ailleurs, il est infini. Bon, c'est autre chose. Mais donc voilà, nous prenons donc dans le cas de translation le circuit qui se déplace d'une quantité infinitésimale d lambda, comme tout à l'heure, et nous avons vu que non, même si nous avons pardon, si nous écrivons directement ce que c'est que le travail élémentaire de df, ou de F même, la force totale, il n'y a pas besoin de df, on regarde la force totale, eh bien ce travail c'est F d lambda, vous le voyez. F étant donné par l'expression de Laplace, mais justement nous ne voulons pas passer par cette expression. Donc ce que je peux dire, c'est que si j'appelle F indice lambda, la composante de F selon d lambda, donc il n'y a pas d'autre composante, ce produit scalaire va s'écrire comme ça, F lambda d lambda. Bien. D'un autre côté, d'après le théorème de Maxwell que nous avons vu dans ce chapitre, ce travail élémentaire, il est donné par I défi ou bien I défi C. Vous voyez, le flux coupé infinitésimal ou la variation infinitésimale de flux. Et si on dit, si on compare ces deux expressions, on obtient l'expression de F indice lambda. Hein, c'est dw sur d lambda, c'est-à-dire I fois dφ sur d lambda, c'est-à-dire en fait c'est la dérivée de phi par rapport à lambda, ou bien carrément c'est la dérivée du flux coupé par rapport à lambda multiplié par I. Alors est-ce qu'il vaut mieux utiliser le flux ou le flux coupé? Ça dépend des situations. Parfois il est plus facile de calculer le flux, et donc on utilise la première expression. Parfois il est plus facile de calculer le flux coupé, et à ce moment-là on utilise la deuxième équation. Maintenant, si vous n'avez pas accès à la composante selon la direction d lambda, je ne sais pas, par exemple vous avez ici une direction x, une direction y, et en fait vous avez une force qui est ni x ni y, mais qui a une certaine direction, et il aura donc une composante sur x et une composante sur y, et donc ici vous allez avoir
ce produit scalaire va vous donner fx dx plus fy dy, et d'ailleurs on peut dire plus fz dz si on est à 3 dimensions. Ok? Et à ce moment-là, si vous comparez ceci avec cela, vous allez avoir fx qui va être égal de la même façon à i dφ sur dx, mais ça sera les dérivées partielles. D'accord? Bon, mais généralement, on peut décomposer ça, on peut se contenter de ceci, et ça nous donne l'expression de la force. Alors, parfois, il ne s'agit pas d'une translation, mais d'une rotation. Donc, voilà, je vous ai fait un petit exemple. Et d'ailleurs, pour vous montrer l'importance de la chose, imaginons qu'on ait un champ magnétique uniforme et qu'on ait à faire un circuit indéformable. Vous savez, si je reviens à ceci, vous vous rappelez que lorsqu'il s'agissait d'un circuit indéformable et que le champ magnétique B était uniforme, l'ensemble des forces était égal à 0. Oui, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de mouvement. Ça voulait simplement dire qu'il n'y avait pas de translation, mais il y avait peut-être une rotation. C'est justement ce que je dessine ici. Vous avez un circuit parcouru par un courant I et qui peut pivoter autour de, par exemple, il est attaché au plafond par un axe delta et il peut tourner autour de cet axe delta. Le champ B en vérité n'est pas nécessairement uniforme. Hein. Voilà. Et écoutez, on fait exactement le même genre de choses pour déterminer le moment avec lequel on peut mesurer la rotation. Ce moment-là, voilà le moment des forces par rapport à l'axe delta de rotation, il est donné par cette relation. Vous voyez, c'est exactement le même genre de choses, mais au lieu de dériver par rapport à lambda, qui est la composante de la translation, on dérive par rapport à l'angle de la rotation, θ. Par exemple, ici, vous pouvez appeler cet angle θ, l'angle que fait la direction du vecteur B avec la normale. Hein. On pourrait caractériser ça par θ, ou là, ça peut être en fait ça peut être θ plus θ0. Bon. Mais en tout cas, voilà, à partir du flux, on peut déterminer les actions de la place, que ce soit dans le cas d'une translation ou dans le cas d'une rotation. Bon, c'est terminé, voilà. Très bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à plus tard.